Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre journal régional édition de 19 heures. Nous sommes le samedi 23 janvier. Merci de votre fidélité. Dans l'actualité de ce jour, l'EFS, l'établissement français du sang en Guadeloupe, qui ne désarme pas et lance une nouvelle campagne de collecte de sang dans une période, la période carnavalesque, où semble-t-il, les Guadeloupéens se montrent encore plus réticents. Le message est pourtant le même. Il y a en Guadeloupe un besoin constant, important de sang pour faire face à une demande qui découle évidemment notamment des accidents de la route. Le reportage de Max Cyril. Le besoin de sang se fait toujours sentir en Guadeloupe et exceptionnellement, le site de l'établissement français du sang est ouvert aujourd'hui et après les fêtes de fin d'année, les réserves se sont épuisées. En Guadeloupe, on a des besoins importants puisque on n'atteint pas ce qu'on appelle l'autosuffisance, donc on ne recueille pas suffisamment de poches par rapport aux besoins de sang des malades. Et on a particulièrement besoin de sang en Guadeloupe à cause des accidentés de la route et surtout des drépanocytaires, donc des gens atteints de la drépanocytose qui sont transfusés très régulièrement. Comme j'ai un sang important, donc je profite de ça simplement. Il n'y a pas de raison particulière, on va dire. Donc c'est vrai qu'on sait que la semaine gras, on a très très peu de donneurs, donc on essaye les semaines qui précèdent d'avoir le plus de donneurs possible pour compenser un peu cette semaine festive où les gens sont trop occupés à venir donner. Les motards se sont mobilisés aujourd'hui car, bien évidemment, ils sont très concernés et sensibles à cette cause par solidarité, mais ils savent aussi que leur passion comporte des risques. Je pense que c'est très important de donner son sang, donc pour plusieurs raisons. D'accord, sauver une vie, c'est très important. Donc en tant que motard, donc demain, on peut se trouver dans le cas, donc on a besoin du sang, donc voilà. Ça peut servir à tout le monde, ça peut sauver des vies, c'est gratuit. Et puis ici on est tous des motards, la solidarité motarde c'est pas un mythe. Je pense que ça peut aider, sauver une vie ou aider quelqu'un qui est en détresse. Je pense aussi que peut-être un jour j'en aurai besoin, donc j'aimerais que d'autres donnent leur sang dans ce but également. Les personnes de 18 à 70 ans peuvent donner leur sang. Il suffit de se rendre sur un lieu de collecte ou à l'établissement français du sang qui se trouve à côté du CHU. Et mardi prochain, de 14 h à 18 h, le camion de collecte sera sur la place du marché de Saint-François. Politique maintenant avec la nouvelle Assemblée régionale qui a tenu hier en un même jour 2 séances plénières. C'est un fait exceptionnel. Une première séance extraordinaire consacrée exclusivement au dossier de l'octroi de mer. Les augmentations de cette taxe décidées en novembre dernier par l'équipe précédente de Victorin Lurel ont été tout simplement annulées et la nouvelle Assemblée s'est donné 3 mois pour élaborer une nouvelle grille. Séance plénière ordinaire ensuite qui devait tout simplement désigner les différentes présidences des commissions sectorielles du Conseil régional et également désigner des membres de la région dans des organismes extérieurs. Pas de surprise pour ce qui est des présidences de ces commissions. Pour les plus importantes, on retiendra que Guy Losbar va diriger les finances, Olivier Servat le développement économique, Marilus Panchard pour la coopération, Jean-Marie Hubert à l'agriculture pêche, Georges Brédan présidera la commission culture, Sonia Taille-Pierre, celle du tourisme, Dominique Thérophile, là ce n'est pas une surprise non plus, dirigera la commission sport, Maggie Céligny sera à l'énergie. Je vous rappelle que le Conseil régional dispose de 15 commissions sectorielles. On notera que cette année, 9 femmes en sont les présidentes. Signature hier de la convention Cannes entre le préfet et les organisations interprofessionnelles de la filière. Cette convention fixe les conditions des aides de l'État pour la prochaine saison sucrière et fixe notamment le prix garanti de la tonne de canne. Après des contestations et des manifestations, eh bien, une intersyndicale qui se montrait particulièrement virulente a finalement, comme toutes les autres, signé cette convention. Et puis il y aura une grève générale lundi dans l'éducation nationale. L'intersyndicale constituée de 6 organisations enseignantes et des 2 principales fédérations de parents d'élèves
a confirmé ce mouvement pour protester contre les suppressions de postes annoncées par le ministère pour l'année scolaire 2016-2017, je le précise. L'un des principaux syndicats qui est à l'origine de cette grève, la FSU, tenait pendant 2 jours son congrès, un congrès au cours duquel, ou du moins à l'issue duquel, Eddy Ségur a été reconduit à la direction du syndicat. Ce secrétaire général renouvelé a présenté à l'issue de ce congrès les principales revendications désormais de la FSU. Il répond aux questions de Max Cyril. Et puis surtout, nous nous sommes posé les questions sur comment lutter contre le décrochage scolaire, comment lutter pour que les jeunes soient le moins en difficulté possible. Et puis nous avons élaboré un certain nombre de demandes, notamment fortes en matière d'éducation prioritaire et en matière donc d'amélioration du bâti scolaire, des infrastructures sportives. Donc c'est sur tous ces sujets que nous avons débattu pendant les 2 jours. Pointe-à-Pitre, un tout autre sujet, fait actuellement ses journées du patrimoine, en dehors des traditionnelles journées nationales qui, comme vous le savez, ont lieu en septembre. Mais c'est une décision qui remonte à l'ancien maire, Henri Bangou, qui avait ainsi voulu placer cette manifestation hors de la période cyclonique. Thème principal cette année, l'urbanisation, et Pointe-à-Pitre, justement, en est une parfaite illustration entre la grande rénovation des années 60 et celle qui se déroule actuellement. Le quartier de l'assainissement notamment, dont le nom d'ailleurs fait référence à l'opération d'urbanisation qu'il a érigée, fait à cette occasion partie de ces sites montrés en exemple. Le reportage de Muriel Barlagne. Jean-François Robillard est le guide conférencier agréé Ville d'Art et d'Histoire qui anime cette visite. Une découverte de l'histoire du réaménagement du quartier de l'assainissement à Pointe-à-Pitre. Une histoire qui commence réellement après le cyclone de 1928, avec la loi de 1931, quand des crédits sont alloués. C'est le moment de décaser les migrants venus des campagnes vivant dans de mauvaises conditions d'hygiène. Ils sont déplacés à Loricisque. On peut alors combler ce qui était un marécage pour commencer à construire non pas des logements sociaux, mais un nouvel habitat bourgeois. La lecture architecturale et urbanistique de cet espace est un petit peu complexe. Nous allons essayer de déchiffrer, de mettre en valeur tout ce patrimoine qui est finalement une lutte des décideurs guadeloupéens, les politiques, les architectes, les urbanistes, pour faire sortir des faubourgs de Pointe-à-Pitre une ville qui soit hygiéniste et qui soit socialement agréable à vivre. C'est tout le défi du XXe siècle et nous allons, en levant la tête, en marchant beaucoup, essayer de montrer ce défi qu'ont relevé nos parents pour nous donner un espace agréable à vivre. La promenade chronologique a fait la lumière sur l'apport de Gérard-Michel Corbin. L'architecte a travaillé à la construction de cette ville nouvelle. Il marque le début d'une rupture architecturale. C'est ainsi qu'arrive le style art déco dans la ville, avec ses codes. Nous sommes dans les années 40. 20 ans plus tard, avec l'arrivée d'Henri Bangou, une nouvelle école s'impose, celle de Le Corbusier et des principes de la charte d'Athènes pour des espaces plus fonctionnels. Ces styles qui cohabitent expliquent la diversité des types d'édifices présents dans le quartier de l'assainissement, une véritable découverte pour les visiteurs. Je suis guadeloupéen, j'ai 28 ans. J'ai fait ma scolarité dans les environs, mais je connaissais pas grand-chose de l'histoire de Pointe-à-Pitre, malheureusement. Et étant dans le tourisme, je pense Pointe-à-Pitre est un élément clé. La vieille ville, la vieille dame, on voit son évolution. La beauté de certains bâtiments architecturaux que l'on ne perçoit pas quand on passe en voiture et qui est cachée par beaucoup de fils électriques et d'autres bâtiments et enseignes commerciales. C'est des bâtiments cachés qu'on peut redécouvrir avec le guide conférencier. La ville de Pointe-à-Pitre programme ce type de visite chaque mois. Celle-ci était traduite en langue des signes française. Et puisque nous parlons de patrimoine et donc de culture, cette information, le 26e prix Carbet et du Tout-Monde a été attribué hier soir à Gerty Dambury, une écrivaine guadeloupéenne bien connue, pour un essai intitulé « Le rêve de William Alexander ». Je vous invite maintenant à faire la connaissance d'un homme, d'un monsieur, devrais-je dire, hors du commun. Il s'appelle Étienne Crane, il est âgé de 81 ans.
C'est tout simplement l'un des derniers producteurs de café purement guadeloupéen. C'est un irréductible qui a d'ailleurs plusieurs cordes à son arc. Karine Gelman est allée à sa rencontre sur les hauteurs de Baïf. Reportage. Les hauteurs de Baïf, 150 mètres d'altitude. Étienne Crane, 81 ans, est un des derniers producteurs d'un café à 100% guadeloupéen. Son savoir-faire, il le tient de ses parents. Sa marque de café, Manlisa, c'est le nom de sa mère. Je vais vous prendre le café vert. Est-ce que vous pouvez le voir là? Le café produit dans le domaine d'Étienne est du pur arabica, issu des caféiers descendants des tout premiers arbustes plantés à Sainte-Anne en 1721. Dans cette commune, le café n'a pas pris. La famille d'Étienne l'a alors cultivé dans les hauteurs de la Basse-Terre. Bien ventilé et sur un sol humide, le café y a pris résidence. Je n'arrête jamais. D'une année à l'autre, on peut faire 30 tonnes. L'année d'après, on peut tomber à 5 tonnes, parce que ça dépend si les arbustes sont fatigués avec un fort chargement. Donc l'année d'après, ça se repose un peu et après, il faut laisser l'année d'après, ça remonte encore. Ici, c'est 5 hectares 50 et il y a environ 6000 plants de café dessus. Et malheureusement, quand la saison commence, je laisse tomber tous les premiers cafés. Et quand on arrive à la fin de la saison, comme vous avez vu, il y a des périodes encore chargées, je ne récolte pas parce que ce n'est pas rentable. Donc, il pousse à peu près sur l'exploitation environ 150 000 plants par an. On le met dans la destériseuse. Je peux passer ici. Il faut enlever la pâche. La machine qui le faisait après, c'est une décortiqueuse, ça enlève la pâche. Après, il faut trier le café des grains qui sont noirs avant de le faire torréfier. Le café de Guadeloupe aura donné naissance à de grands crus, dont le Blue Mountain de Jamaïque. Mais aujourd'hui, l'or noir de la Guadeloupe, l'un des meilleurs cafés reconnus au monde, s'éteint. De 4000 tonnes en 1790, il est passé à 120 tonnes en 1920. Bien qu'il ait remonté depuis, la France continue d'importer des cafés venus de l'extérieur. Ça, c'est une fois qu'il a été grillé. Et ça a été grillé et ça s'est grillé il y a 3 jours. Et ça, il y a à peu près 8 jours. C'est regrettable pour l'économie guadeloupéenne et le développement économique et social. Parce que le café, c'est un porteur d'emploi. Même si c'est saisonnier, mais c'est très important. Pour obtenir une dizaine de kilos de café, il faut à peu près 100 kilos de graines. Le coût de la main-d'œuvre est très cher. Et Étienne, lui, pour réduire ses coûts, a mis en place sa méthode. La nature fait le travail. Bananes, papayes, gingembre, entre autres, préservent des maladies son café et évitent l'utilisation d'engrais ou de pesticides. Il n'a plus qu'à récolter. Et ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est peut-être de mettre une taxe sur le café importé pour distribuer à la production locale, compte tenu du coût de la vie dans le territoire européen. Les graines de la Côte-sous-le-Vent vont bientôt se développer en Guyane, qui souhaite développer à nouveau ses plantations de café. On passe à la Caraïbe. En Haïti, nouvelle annulation du deuxième tour de l'élection présidentielle qui était tout simplement prévue demain dimanche. Cette annulation a été annoncée seulement hier par le Conseil électoral provisoire, prétextant de la violence qui règne actuellement dans le pays. Le président Martelly avait pourtant 2 jours avant confirmé la tenue de ce deuxième tour, quelques 3 mois après le premier. De nouvelles manifestations se sont d'ailleurs déroulées hier, notamment à Port-au-Prince, et désormais, le peuple demande le départ immédiat de Michel Martelly. Le reste de l'actualité dans notre région de la Caraïbe. Antigua. Le Premier ministre Gaston Brown a annoncé jeudi dernier que l'impôt sur le revenu sera supprimé dans son intégralité dès le mois d'avril. Il rappelle que c'était une de ses promesses électorales et que son gouvernement honore toujours la parole donnée au peuple. Lors de son discours de présentation du budget, Gaston Brown précise que cette abrogation permettra à ses concitoyens de dépenser plus et ainsi de rendre l'économie du pays plus dynamique.
Certes, c'est une enveloppe de plus de 30 millions de dollars caribéens qui ne rentrera plus dans les caisses de l'État, mais Brown informe que le recouvrement de l'impôt représentait un coût pour le gouvernement, vu les difficultés d'exécution, le sentiment d'iniquité qu'il génère et les fraudes engendrées. L'objectif affiché de cette abrogation est de rendre Antigua et Barbuda plus compétitifs dans les Caraïbes et une destination incitant à l'investissement. Le Premier ministre informe qu'Antigua et Barbuda deviendront un endroit concurrentiel pour attirer le siège des entreprises internationales et créer plus d'emplois. Les retraités choisiront Antigua et Barbuda pour leur maison de retraite. Les investisseurs éliront maintenant Antigua et Barbuda face à leurs concurrents. Caraïbes. Lors du marché du voyage des Caraïbes qui s'est tenu mardi dernier aux Bahamas, le groupe Expedia, l'une des sociétés de voyage en ligne les plus importantes au monde, a rapporté que la demande de voyage a augmenté de 20% pour les Caraïbes au cours du dernier trimestre 2015. La société a également signalé que Punta Cana en République dominicaine reste en tête du marché avec plus de 15% de croissance sur une année. Suivent San Juan, Aruba et Montego Bay qui forment le trio de tête des destinations les plus achetées sur la plateforme Expedia. S'agissant des touristes, ils proviennent en très grande majorité des États-Unis qui demeurent un marché en croissance de 20%. Les touristes anglais sont plus nombreux de 45% dans la Caraïbe contre 10% pour les Français. Expedia informe que la Caraïbe est un marché important pour la plateforme, avec plus de 2700 partenaires hôteliers et plus de 1000 nouveaux partenariats pour la seule année 2015. Expedia précise continuer à renforcer ses partenariats hôteliers afin de fournir encore plus de capacités et stimuler la demande dans la région. Bahamas. Les passagers ont commencé à utiliser pleinement les services du Lignum Club, récemment ouvert à l'aéroport international Linden Pinling. Ouvert officiellement en octobre 2015, le Lignum Club offre aux passagers un accès aux principales installations et met en valeur la culture des Bahamas dans la conception et la décoration. Le club offre un service exclusif aux passagers et s'insère dans la volonté de positionner la destination bahaméenne sur le marché du luxe et de l'exclusif. Toute une palette de services est offerte aux passagers en attente de leur vol. Une alimentation fine, un centre d'affaires doté de postes informatiques, un bar à service complet, la télévision par câble, un large espace de réunion et même une conciergerie privée. Le Lignum Club de Nassau est exploité par l'aéroport de Nassau Development Company et est un membre du Priority Club, un réseau exclusif comptant 700 autres salons d'aéroports à travers le monde. On en vient maintenant au sport et au football, ou plutôt au futsal, une grande première pour la sélection de futsal de la Guadeloupe, invitée à un tournoi international qui se déroule en ce moment même à la Havane. La Guadeloupe, pour la première fois, pour la première de son histoire, a tout simplement étrillé la Jamaïque 9-3. Demain, elle affrontera Cuba. Chez nous, il n'y avait pas de championnat ce week-end, mais le deuxième tour de la Coupe de la Guadeloupe. Alors, on retiendra deux résultats en particulier, avec l'écrasante victoire de l'USCB face au club sportif bouillantais 4-0, et puis cette surprenante élimination de la Solidarité scolaire, club de division d'honneur, qui s'est fait sortir par le petit club du Rézé, Lunar, 2-0. Lunar, l'Union des artistes du Rézé, un petit club créé il y a une trentaine d'années. À noter le choc de ce soir à 20h, cela se passera au stade de Petit Canal. Le CSM, champion sortant, affronte l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Les deux clubs avaient connu une rencontre particulièrement heurtée il y a tout juste une semaine en championnat. On en vient maintenant au Tri-Series de Guadeloupe qui a débuté cet après-midi à la piscine de Bainbridge. Alors c'est une épreuve singulière au cours de laquelle les concurrents s'affrontent sur un triathlon, un duathlon et un aquathon en 3 étapes. Cela mérite explication. Max Cyril. C'est aujourd'hui en Guadeloupe qu'a débuté le premier triathlon Tri-Series de la Caraïbe. 3 groupes de 20 athlètes au départ pour 500 mètres de natation à la piscine intercommunale d'Abim-Pointe-à-Pitre et ensuite 3,5 km de course à pied pour aller finir devant la mairie de Pointe-à-Pitre. Les difficultés de cet aquathlon, c'est l'enchaînement déjà de natation-course à pied, puisqu'on nage à l'horizontale et on court à la verticale, donc le sang
le temps qu'ils se remettent en place dans le corps, il y a un effet qui fait tourner la tête. Donc c'est vraiment pas facile de se mettre dedans tout de suite. Et la chaleur, il fait très très chaud aujourd'hui pour les athlètes. Donc c'est vraiment pas facile. Il y a cette gestion de l'effort puisqu'on n'est pas sur une seule épreuve. Le Tri-Series Caraïbes, c'est 3 épreuves, 3 étapes. Donc il va falloir gérer tout ça pour aujourd'hui et surtout bien s'hydrater avec ce soleil de plomb qui tape aujourd'hui sur la piscine. 60 participants venant de la Caraïbe, avec la présence du champion du monde espoir Clément Brière et bon nombre d'athlètes de niveau international. J'adore le triathlon et plus particulièrement ce genre d'épreuve qui pour moi est l'essence même du triathlon. Les formats, c'est super ludique, super rapide. Donc j'étais obligé de venir en Guadeloupe pour faire ce format-là qui est assez rare en plus en France et encore plus dans la Caraïbe. Nos champions étaient présents et n'ont pas démérité. Ils ont trouvé l'épreuve d'aujourd'hui plutôt agréable, notant la présence de très jeunes participants. J'ai 13 ans et je participe à ça parce que ça me plaît. Les épreuves me plaisent et je suis bon à ça, donc voilà. C'est le plaisir de nager, de souffrir, de courir et de pédaler. C'était un effort intense, mais non, c'était bien. À refaire. Enfin, c'est pas fini, hein, ça continue ce soir. Je me suis mis au triathlon, c'est pas un peu au plaisir, c'est mes cousins qui m'ont mis dedans. Merci à eux déjà, un petit coucou. Et l'épreuve d'aujourd'hui, c'est vrai que la natation, c'est pas trop mon fort, mais bon, j'ai essayé de gérer comme j'ai pu. Et puis en course à pied, il fallait essayer de gérer l'effort pour penser aux 2 autres épreuves de tout à l'heure et de demain, quoi. Le Tri-Series Caraïbes, c'est 3 épreuves, 3 étapes, avec 1 500 € de prix reversés aux différents vainqueurs des 3 étapes. Demain dimanche, les épreuves se déroulent dans les communes du Gosier et Abîme. Et puis toujours en sport, un mot de tennis avec le tournoi féminin ITF de Petit-Bourg qui s'est achevé cet après-midi. Ce tournoi a été remporté par la Tchèque Marie Bouskova qui a battu en finale la Française Théo Gravouille en 2-7 sans discussion si l'on peut dire, 6-4, 6-1. C'était la 3e édition de ce tournoi. Pour terminer, le carnaval, un carnaval qui se veut intergénérationnel, c'est le concept à la mode, en tout cas aux Abîmes. Le comité carnavalesque organise depuis 26 ans un carnaval qui veut réunir des personnes âgées et parfois même à mobilité réduite avec les jeunes générations. La grande parade avait lieu cet après-midi. Le reportage de Muriel Barlagne. Ils sont issus d'associations ou venus en individuel. Enfants, seniors et personnes à mobilité réduite étaient invités à participer au grand carnaval intergénérationnel de la ville des Abîmes. Une idée du Kazakh, le comité Zabim, Carnaval et Pikilti. Le Kazakh, 26 ans d'édition. Chaque année, on fait le carnaval des enfants, carnaval avec les personnes à mobilité réduite, les aînés, carnaval pour tout un chacun, tout public confondu, moins jeunes, plus jeunes et personnes à mobilité réduite. Donc tout le monde trouve son compte, quoi. C'est pour quand même mélanger la société, c'est vaste, quoi. Certains portaient une pancarte avec un numéro pour signifier leur participation au concours du plus beau déguisement. Un jury mobile accompagnait le cortège pour noter les tenues. Les participants étaient répartis en 6 catégories. Un concept qui a remporté un franc succès auprès des carnavaliers d'un jour. Eh bien, c'est super bien, ça donne le goût de vivre aux personnes à mobilité réduite. Et moi, je trouve que être avec les intergénérationnels, c'est super, ça nous rassure et ça donne l'envie aux autres de nous aider encore d'être plus autonomes. C'est une très bonne idée intergénérationnelle. Nous nous défoulons à bloc tous les 3e âges. C'est très bien. On s'amuse dans notre association Éveil 4. Partie du stade des Abîmes, la joyeuse troupe a fait un tour dans le bourg de la commune avant de revenir sur la place Frédéric-Jalton. Un parcours simple, à la portée de tous, pour un carnaval plus accessible. Là, on comprend mieux le concept intergénérationnel. Le temps qu'il fera sur notre archipel demain, du soleil, mais un ciel nuageux qui produira quelques averses, en particulier sur les reliefs et les côtes. Les températures seront comprises entre 23 et 27 degrés.
Sur Alizé ce soir, dans un instant, notre rubrique Innovation concoctée par Karine Gielman, qui sera suivie du journal de TF1, une météo détaillée de notre grande région de la Caraïbe, l'agenda bien sûr d'Alizé que vous ne raterez pas, et puis notre divertissement ce soir, les enfants de la télé. Je vous donne rendez-vous demain, 12h30, pour notre premier journal de ce dimanche 24. Excellente soirée sur Alizé bien sûr.